catastrophe, cette fois-ci, va être assez forte pour nous humaniser. Il va y avoir une rupture. Et quand il y a une rupture, il y a un changement qui se fait et il se fait à une vitesse extrêmement rapide. Alors, Jean Bédard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, Jean, tu es docteur en philosophie. Ouais. Tu as publié de nombreux essais et romans. Tu es aussi paysan. Tu as fondé Sage Terre, une fiducie d'utilité sociale agricole. Et donc, tu habites sur une ferme à Rivière-Hâtée, tout près de Rimouski. Dis-moi, Jean, est-ce que tu te souviens du jour 1 de ton souci pour l'environnement, pour la question écologique? Le jour 1, peut-être pas, mais l'année à peu près 73. Ma première révolte venait de deux choses. D'abord, le fait que les sous-prolétaires, les petits ouvriers, payaient de leur misère la richesse des plus riches. Et puis surtout, le fait que, à travers l'histoire, les grandes révolutions, les guerres, rien n'a changé à ça. Puis moi, ça me dérangeait. Ça me dérangeait sérieusement qu'il n'y ait comme pas de loi des conséquences pour rectifier des comportements profondément injustes. Et quand les années 73 sont arrivées, j'étudiais à l'Université de Montréal, là, la question environnementale a commencé à arriver à l'ordre du jour, puis je me suis dit, cette fois-ci, l'être humain n'y échappera pas. La planète des conséquences va lui frapper de plein fouet. Il ne s'en sortira pas. On n'est pas toute seule dans l'univers, il y a aussi la nature. Puis elle semble, elle, avoir prévu une loi des conséquences. Et ça, moi, ça me rassurait. Ça me rassurait. Enfin, on va devoir être rectifié. Dans l'histoire, l'être humain a été synchronisé par les catastrophes qu'il engendrait. Si on se pose la question, par exemple, du réchauffement climatique, quelles sont les causes du réchauffement climatique, bien, faut aller bien plus loin que récemment. Ce qui est récent, c'est les moyens industriels par lesquels on peut engendrer beaucoup de dégâts avec une même structure sociale. Mais si on allait dans l'Antiquité, si les Romains, les Égyptiens, les Grecs, si ces empires-là avaient eu les moyens que nous avons, ils l'auraient fait, le dégât climatique. Et nous, actuellement, on serait des survivants. Hein? Tout ce système des sociétés conquérantes sont fondés sur la compétition pour qui est capable de surexploiter autrui et la nature. Qui est capable de gagner sur l'autre au détriment de l'autre. Non seulement ce n'est pas un comportement honteux, ce qui était vrai pour les tribus primitives, par exemple. Non, on peut en être fier. Et même, on va recevoir des avantages et des privilèges. Ce type de société-là, ça va se présenter sous forme de trois grands déséquilibres. La misogynie, c'est-à-dire l'exploitation des femmes, la surexploitation de la main-d'œuvre et la surexploitation de la nature. Ces trois virus-là, ça nous appartient. Et ça engendre immédiatement des conséquences. Et de tels déséquilibres, normalement, vont engendrer des révolutions sociales, des guerres. Effectivement, l'histoire n'est pleine que de ces catastrophes-là. Mais avec l'ère industrielle, nos moyens, un seul bateau de pêche, une seule grosse usine de pêche peut détruire presque tout le poisson qui est dans l'océan, à lui tout seul, ou en tout cas 2, 3. Hein? On a vu ce qui est arrivé à la morue dans le golfe du Saint-Laurent, par exemple. Exactement. On appelle ça, les philosophes appellent ça de la surpuissance. C'est-à-dire que quand les moyens entrent en contradiction avec la fin, les moyens, c'est qu'on veut pêcher, hein? On rentre en contradiction avec la fin, c'est-à-dire qu'on détruit le poisson.
Et ça, on est rendu exactement là. Et là, à ce moment-là, on n'y échappera pas. C'est là que la planète des conséquences va nous arriver en pleine figure. Là, c'est trop gros. Heureusement, pour moi, si je reviens à ma jeunesse, je pourrais dire, je sentais un sentiment profond. Heureusement qu'on n'échappera pas au dérapage climatique. La catastrophe, cette fois-ci, va être assez forte pour nous humaniser. C'est aux catastrophes à nous humaniser. Et puis, ce n'est pas encore arrivé. Ils n'étaient pas assez fortes, mais maintenant, elles sont assez fortes. C'est ce qui va se passer. Penses-tu que c'est à l'œuvre, ça? Est-ce que ce que le monde... C'est à l'œuvre de deux façons. C'est à l'œuvre par ceux qui en prennent conscience puis qui travaillent au changement, et c'est à l'œuvre par les accélérateurs du problème, qui, eux, aggravent le problème. Et les deux contribuent au changement. Un changement, là, ça se fait tout le temps par deux forces. On ne peut pas, par exemple, prendre un sac puis le virer de bord juste par une force. Si tu prends le fond puis tu essaies de tirer dessus, ça ne marchera pas. Si tu prends le rebord puis tu repousses dessus, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses les deux mouvements en même temps. Et toute transformation, tout ce qui va nous humaniser, c'est-à-dire équilibrer nos rapports hommes-femmes, équilibrer nos rapports avec la main-d'œuvre, et donc refaire nos structures économiques, rééquilibrer nos rapports avec la nature, jardiner la nature plutôt que tout le temps l'exploiter comme si c'était une machine sans fond. Tout ça, ça va être transformé par deux forces, ceux qui prennent conscience et ceux qui aggravent le problème. Les deux participent à la même chose. Je pense, donc, ce que tu me dis, c'est plutôt espérant, je dirais. Oui. Tu penses que ce retournement-là va se produire avant que la nature ne soit plus capable de nous supporter? Je ne sais pas si ça va se produire avant. D'après moi, c'est assez concomitant, si vous voulez. Ce qui détruit une civilisation, ça ne change pas la civilisation. Les Romains ne se sont jamais corrigés. Pourtant, la conscience prophétique était là. Combien de sages, d'avertisseurs disaient « Rome, tu t'en sortiras pas comme ça va trop mal, tu t'en vas vers la déchéance. » Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de correction? C'est simple. Les gens tiennent trop à leur avantage. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce qu'on a une super grande classe moyenne à travers le monde qui est bien prête à militer dans la rue, mais qui jamais voudra sacrifier ses avantages. Ses avantages de pouvoir consommer. Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle veut? Quand elle veut, quitte à le jeter dans la poubelle et à le gaspiller, d'avoir sa maison à elle, chacun sa voiture individuelle, etc. Elle ne veut pas perdre ces avantages-là. Et c'est pour ça que les Romains n'ont pas été capables de se changer. C'est pour ça qu'on n'arrivera pas à se changer. Par contre, quand la catastrophe vient puis qu'une civilisation meurt, la nouvelle civilisation est commencée bien avant. Elle n'a pas attendu que la chute de Rome ait commencé avant. Et en sourdine, par en bas, dans les catacombes de Rome, était en train de se produire un nouveau monde. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Il y a un nouveau monde qui est en train de se construire avant que Rome, avant que notre monde s'écroule. Je dirais que ça nous force à nous humaniser, ça nous force à la vie intérieure. Ça exige une petite révolution de chacun d'entre nous. Enfin, l'humanité va arriver au monde. Tu rencontres sûrement souvent, Jean, des gens qui ont l'impression, qui te donnent l'impression que tu es un poète, que tu es un artiste, que tu es un rêveur, que tu es un philosophe. Souvent, ces mots-là sont associés... des gros défauts, hein? Ben oui, c'est souvent associé à des... Enfin, c'est souvent des... C'est pas des qualités. Ah ouais. Mais pour qu'il y ait un retournement,
il faut que les gens voient qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on emmène les gens à voir qu'il y a un souci? Comment tu fais ça? Hein, bon, euh, comme je disais, il y a deux pôles. Il y a les pôles de ceux qui sont conscientisables, qui sont tout ouverts à ça. Puis il y a l'autre pôle, le pôle que j'appellerais des somnambules. En réalité, toi, moi, des informateurs, des sensibilisateurs, on ne sera jamais capable de gagner sur les hypnotiseurs. Les hypnotiseurs vont tout le temps gagner sur nous. Pourquoi? Parce qu'un informateur, un sensibilisateur, ça travaille sur la conscience, ça exige le changement, ça responsabilise, ça demande de passer à l'action. Tandis que l'hypnotiseur dit « Tout va bien, inquiétez-vous pas, il suffit de faire comme tout le monde. Regardez, là, glisser par en bas. C'est tout de même plus facile de labourer en descendant que de labourer en montant. OK? Bon, tu vois? Mais je suis certain donc, que... il y a toute une partie qui, de mon point de vue, est hypnotisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il y a... je pourrais prendre bien des exemples, mais celui qui me vient spontanément, c'est un personnage comme Jésus qui dit, bon, il y a une partie que je ne suis pas capable de rejoindre quand je parle de fraternité, quand je parle d'aimez-vous les uns les autres, ça ne marche pas. OK? Au lieu d'aller voir les hypnotisés, il a été voir les hypnotiseurs. Okay? Il a été à Jérusalem. Et puis, il leur a parlé dans le casse, comme on dit au Québec. Il a fait ce que Socrate disait, être le thon, hein, qui tourne autour des oreilles de l'ours, qui ne le lâche pas. Il faut monter à Jérusalem, il faut monter à Montréal, à New York, à Londres. Il faut aller voir les gens qui sont les hypnotiseurs et les brasser, hein? Et même les attaquer dans leur force, comme Gandhi faisait aussi. T'sais. Moi, je pense que militer, on va aboutir rapidement à la limite de ça, c'est-à-dire faire des marches dans la rue, c'est très bien, mais on va aboutir à une limite parce que il n'y a pas le prix à payer pour aller faire une marche à Montréal un beau dimanche, même s'il pleut, il n'est pas trop grand. Il va falloir réapprendre les méthodes de Gandhi, c'est-à-dire les grandes grèves. Les grandes grèves, pas du travail cette fois-ci, une grande grève de la consommation. Hein? Moi, je rêve du temps où les gens qui sont du côté de la conscience vont entreprendre une grande grève de la consommation. Ça va commencer par arrêter le crédit, puis deuxièmement, réduire notre consommation de façon importante, acheter uniquement l'essentiel, à proximité. Là, ça va avoir un effet. Parce que, comme je le disais, c'est la structure même de l'être humain qui exploite les autres, donc la structure économique qui est en cause et qui doit changer. Qu'est-ce que tu attends des parlements? Qu'est-ce que tu attends du politique? Parce qu'il y en a beaucoup des hypnotiseurs qui sont là, et souvent, l'élite économique, les gens qui tirent les ficelles de notre monde, sont les mêmes, d'ailleurs, ou sont les meilleurs amis de ceux qui sont dans nos parlements. Qu'est-ce que tu attends du politique? Bon, je crois que, encore là, l'espoir vient du désespoir. C'est-à-dire qu'actuellement, le politique, il est au service des banques. Parce que le taux d'endettement est trop élevé, y compris l'endettement de l'État. Donc, en réalité, ils sont à la merci de leurs créanciers. S'ils veulent faire une politique sociale ou une politique écologique un peu trop forte, ils risquent d'être décotés en bourse, ce qui va entraîner
une élévation du taux d'intérêt, ce qui met en banqueroute le pays. Donc, ils sont attachés tous ensemble. Ils ne peuvent, les politiciens d'aujourd'hui, parce que le problème étant international, eux étant nationaux et en plus attachés aux banques, ils n'y arriveront pas. Okay? Le fait qu'ils n'y arriveront pas, c'est un salut. Enfin, on va devoir reprendre nos responsabilités en tant que citoyens et on va devoir repenser la démocratie. La démocratie, ça ne consistait pas, et ça n'a jamais consisté, à déléguer nos responsabilités vis-à-vis d'un pauvre monsieur qui va tout de suite être à la merci de l'économie. Ça va être non. Nous devons faire quelque chose. Et la chose qui peut toucher l'économie immédiatement, c'est la grève de la consommation. C'est la chose qui va toucher le plus. Et surtout en attaquant le système bancaire. Donc, en arrêtant de se faire piéger par les grandes banques. La jeunesse d'aujourd'hui, je la vois, ça me fait pleurer, ça me fait pleurer. Ils s'en vont dans des banques, ils vont se prendre une hypothèque de 350 000 pour s'acheter une maison, puis ils vont être des grands pauvres dans une maison, puis ils vont être obligés de faire tourner la machine à écureuil pendant 35 ans pour payer leur hypothèque. C'est le piège le plus total. Puis je vois des jeunes en pleine bonne volonté se faire piéger là-dedans. C'est la première chose à faire. Mais pour ça, il faut apprendre à se collectiviser. On ne peut pas avoir une auto individuelle, une maison individuelle, une ferme individuelle. C'est impossible. Il faut se regrouper ensemble pour pouvoir échapper aux banques. Tu sais, ce qui m'inquiète, Jean, avec ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trop de gens, voire une majorité de gens, qui sont dans un état de confort relatif actuellement. Qui ne bougeront pas. Qui est trop solide pour qu'il y ait une transformation rapidement. Puis on se fait dire par les scientifiques du GIEC, par exemple, que si dans 12 ans, on n'a pas complètement modifié notre façon de transiger entre nous puis de vivre sur la Terre, l'effet d'emballement risque de nous mener à notre autodestruction. Donc, cette espèce d'équilibre-là que les gens qui tirent les ficelles du monde économique ont trouvé, probablement, j'ai l'impression qu'il est durable, qu'il ne va pas mener à une révolte populaire. C'est ça mon inquiétude. Mais vois-tu, l'espoir est toujours dans le désespoir. J'y reviens. Cette inquiétude-là va croître, elle va grandir. La classe plus ou moins favorisée et la classe très favorisée ne voudront évidemment pas perdre leur avantage. Même pas passer du gros pick-up à la petite voiture. Même pas dire, au fond, un skidoo, promener ça, c'est un peu du gaspillage de gaz. Il y a de plus en plus de pick-up, il y a de plus en plus de skidoo, chaque année au Québec. C'est ça que je pense. La solution vient de la contradiction entre les deux côtés. Entre le côté qui aggrave le problème et le côté qui travaille à résoudre le problème. Il va y avoir une rupture. Et quand il y a une rupture, il y a un changement qui se fait et il se fait à une vitesse extrêmement rapide. Pense par exemple au Québec. Bon, je vois bien que ce n'est pas une révolution qui a été mondiale. Mais dans les années 50, qui aurait dit l'Église, l'Église catholique, là, va s'écrouler dans quelques années? Dans les années 50, les cardinaux avaient absolument tous les pouvoirs. Ils étaient associés avec le politique de cette façon-là. Ils avaient une faiblesse extrême. Ils étaient intriqués par l'argent. Ils fonctionnaient pour l'argent, avec l'argent, pour leur intérêt privé. C'était assez pour les faire s'écrouler. Mais ça ne paraissait pas. Personne n'aurait pu miser. Mais il y a eu une polarisation. L'Église, au lieu de se réformer, au contraire, elle a même été presque favorable à Hitler.
l'Église catholique. Et ça a fait ça a fait déborder le vase. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je me souviens, mon père, qui n'a pas été à la guerre, mais tout de même été intriqué à la guerre. Ma mère, qui a été infirmière, elle, de guerre, ils se sont dit, non, plus jamais. L'obéissance à l'ordre établi nous a amenés à un désastre pareil, plus jamais. Et l'Église à la porte. OK? Comme ça. La contradiction entre les deux systèmes, entre un système qui se renforce et un système qui s'adoucit, s'assouplit, prend conscience, s'ouvre, se transforme, tout à coup, point de rupture, comme un tremblement de terre, changement ultra rapide, la mayonnaise prend et la conscience fait un saut en avant. C'est ce qui va arriver, mais pas avant qu'il y ait tout de même un certain nombre de grandes douleurs. La conscience, elle arrive tout le temps par deux choses, la souffrance et la joie. La souffrance, c'est, par exemple, j'ai fumé, j'y trouvais un peu de plaisir, mais là, j'en paye des conséquences sérieuses. M'arrive une maladie pulmonaire, je souffre. Et là, je prends conscience. Vous voyez, ce n'est pas uniquement rationnel. Ça ne peut pas être, voici, on a découvert que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Ça, non. C'est quand je tousse, je souffre, j'ai de la misère à respirer, il y a ça. L'autre point qui est très important, c'est la joie. Quand j'ai vécu, ressenti la joie de bien respirer, voilà, ça a un effet. Je lis ceci. Une seule phrase, tout simplement. La lutte contre la misère extérieure est, elle aussi, une lutte intérieure. Jan Patočka. Tu as parlé de Rome tout à l'heure pour comparer notre empire à une autre époque, à un autre temps. Est-ce qu'il y a des sociétés, des nations, des communautés qui t'inspirent, toi, qui portent le monde à venir? En premier, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de modèle à la société écologique. Les modèles, au sens de « Ah, je sais qu'est-ce qu'il faut devenir ». L'écologie, la société écologique, c'est un rapport différent entre nous, les humains, puis avec la nature. Alors, ça marche complètement à l'envers. Il faut établir dès maintenant et y trouver une très grande joie, rétablir le rapport entre nous, hommes-femmes, entre nous, tous les humains ensemble, quelle que soit la culture, la religion ou autre, puis avec la nature, il faut le faire maintenant. Et notre cerveau va s'adapter à notre âme. Ce que je comprends de ce que tu dis, Jean, c'est que tu ne me parles pas des Norvégiens qu'on devrait idéaliser, tu ne me parles pas de la voiture électrique, tu ne me parles pas de systèmes techniques précis, tu me parles beaucoup de ce qu'on doit transformer à l'intérieur de nous. C'est de là que ça part. Il y a une démarche spirituelle qui doit être une réponse aux problèmes écologiques. C'est ce que je comprends. Oui, parce que tirer vers des illusions, là, ça ne donne rien. La voiture électrique, ça reste tout de même une illusion. 8 milliards de voitures électriques là, dans la rue, là, ça ne marche pas. Okay? Ça ne résout pas le problème non plus. Non. À la limite, ça l'aggrave. OK? Bon. Alors, la technologie ne résoudra pas le problème. Le problème, par exemple, c'est pas qu'on ait de l'énergie à la limite gratuite. Parce que si on trouvait le moyen d'avoir de l'énergie électrique, pas de l'énergie solaire gratuite, on aggraverait le problème. Parce que on s'en servirait pour davantage exploiter la nature, pour davantage exploiter les autres êtres humains. On serait une société pire
parce qu'on utiliserait des techniques incroyablement peu chères pour surexploiter le monde dans lequel nous sommes. Il faut changer notre âme. Il faut changer notre structure de pensée. Et heureusement que ça va devoir se faire, que toutes les illusions technologiques vont tomber les unes après les autres, hein, pour arriver à un équilibre. Une illusion, entre autres, c'est de croire que la démographie va se résoudre par elle-même par des catastrophes. Il va y avoir tellement de morts qu'enfin, on va avoir moins de population. C'est faux. La démographie est actuellement galopante à cause de la misère humaine. C'est dans les sociétés où il y a de très grandes pauvretés et très peu d'éducation qu'on fait beaucoup d'enfants parce qu'on a peur de mourir socialement. On appelle ça un stress démographique. Hein? Et donc, la démographie actuelle est galopante à cause de l'extrême pauvreté dans laquelle sont entretenus les gens, à cause des guerres, à cause aussi de la misogynie qui fait que les femmes sont entretenues dans l'ignorance extrême. C'est tout ça qui crée l'explosion démographique. Et il suffit d'améliorer la situation économique d'un peuple, d'éduquer les femmes, et puis tout à coup, whoop, on se retrouve avec un enfant, 0,6, un enfant, 0,7 par couple. C'est extraordinaire. Il faut perdre toutes nos illusions, une par une. Et on va le faire à travers deux choses, la concentration de la conscience qu'entraîne la douleur et l'augmentation de la conscience qu'entraîne la joie d'appartenir à une humanité, d'enfin arriver à l'humanité. Hein? Le chaînon manquant entre le singe puis l'humanité, c'est nous. On est le chaînon entre les deux. Hein? Je ne me souviens plus de son nom, là, celui qui a dit ça, mais c'est bien connu. Bien, ce chaînon-là, c'est à nous à faire ce choix-là. On est la première génération à être conscient qu'il faut changer, puis on est la dernière génération à pouvoir le faire. C'est dans notre génération, dans quelques années, que la bifurcation va se faire. Ce n'est pas dans un siècle, c'est maintenant le grand rendez-vous où l'être humain va devenir réellement un être humain, c'est-à-dire choisir l'humanité, quitter le monde du conquérant qui cherche toujours à écraser l'autrui, que ce soit femme, nature ou les autres êtres humains. Merci beaucoup pour ta visite, Jean. Ça fait plaisir.